Alors, je vais vous parler dans cette vidéo essentiellement de démographie et des conséquences que cette démographie pourra avoir pour votre vie d'épargnant, de votre âge de départ à la retraite, par exemple, mais aussi de l'évolution à très long terme des différentes classes d'actifs qui nous intéressent le plus en tant qu'épargnants. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes avec la démographie. La première, c'est que c'est ultra prévisible en fait. Si on prend une pyramide des âges aujourd'hui, là vous avez la pyramide des âges de la France en 2017, on peut prévoir sans faire trop d'erreurs quelle sera la situation dans 20 ou 30 ans. Bon, les seules variables qui vont un petit peu changer vont être le solde migratoire. Pour le reste, tant qu'il n'y a pas d'événements exceptionnels, style guerre ou autre, on arrivera assez facilement à prévoir ce que sera la situation dans 30 ans, au moins pour les classes d'âge actives ou en état de partir à la retraite. Deuxième chose intéressante, c'est qu'on a un pays qui est le Japon, qui a à peu près 15 ans d'avance aujourd'hui sur la France au niveau de sa pyramide des âges et de sa transition démographique, c'est-à-dire au niveau du vieillissement de sa population. On le voit si on compare les deux pyramides, les classes d'âge qui sont les plus denses ici. En France, ce sont des classes d'âge qui vont de 43 à 68, 69 ans, on le voit ici. Alors qu'au Japon, ces classes d'âge denses, elles vont de 60 à 70, 74 ans aujourd'hui. Donc on peut vraiment dire que la démographie du Japon a à peu près 12 à 15 ans d'avance sur celle de la France actuellement. Donc premier élément que nous allons voir, c'est l'âge de départ à la retraite. Alors à ce niveau, les données sont connues, elles sont étudiées par l'INSEE ou d'autres instituts, et il apparaît que si on compare la situation par exemple de 2007, c'est-à-dire le ratio entre la population active de moins de 60 ans et la population qui est susceptible de partir à la retraite de plus de 60 ans, évidemment on va avoir un vieillissement considérable de la population dans les 20-30 prochaines années. Et en fait, pour garder le même ratio entre population active et population susceptible de partir à l'âge de la retraite, il faudrait passer donc ça a été étudié par l'INSEE, de 60 ans en 2007 à 68 ans en 2060. Alors 2060, ça paraît très lointain, mais en fait, le gros du changement, il va se produire avant 2035-2040. Parce que vous voyez, donc ici en 2007, l'INSEE explique qu'on avait 86 personnes d'âge inactif pour 100 d'âge actif. On passera à 114 en 2035 et 118 en 2060, donc peu de changements entre 2035 et 2060. Donc on peut se dire que dès 2035, en fait, l'âge d'équilibre des retraites qui était aux alentours de 60 ans en 2007-2010, il va passer à un niveau qui va être de l'ordre de 66 à 68 ans. Et ce, d'ici environ une quinzaine d'années, 15 à 20 ans. Donc on peut vraiment dire que si vous ne faites rien, si vous ne préparez pas vous-même une stratégie d'épargne bien construite sur le long terme, et que vous comptez principalement sur la retraite par répartition de notre État, en supposant qu'il soit encore en bonne santé en 2035 ou 2040, ce qui n'est pas du tout garanti au rythme où se creusent les déficits publics actuellement, vous pouvez espérer avoir une retraite aux environs de 67-68 ans. Et si vous voulez qu'il en soit autrement et partir profiter de votre retraite ou de votre vie de rentier beaucoup plus tôt, évidemment, il va falloir vous occuper vous-même du problème de façon sérieuse et pas du tout compter sur notre État. On va voir maintenant un petit peu les conséquences démographiques qui vont se produire sur différentes classes d'actifs. Alors on va commencer par la numéro 1, la préférée des Français, c'est à peu près 2/3 du patrimoine des Français, c'est-à-dire l'immobilier. Alors on va le voir sur ce graphique, en fait le comportement des ménages vis-à-vis de l'immobilier, il est complètement dépendant de l'âge du ménage, avec de grosses disparités entre les jeunes ménages et les ménages plus âgés. En fait, quand on regarde ces courbes, donc on a en bleu la proportion de ménages acheteurs en immobilier. À 20-25 ans, il n'y a pas grand monde évidemment qui se lance dans
le fait de devenir propriétaire. On a un pic, un vrai pic à partir de la fin de vingtaine, entre 28 et 35 ans, où là, les ménages ont vraiment massivement envie d'investir en immobilier, d'emprunter et de devenir propriétaire. Et ensuite, cette propension à acheter va décroître au fur et à mesure que les ménages vont avancer en âge, jusqu'à atteindre un niveau proche de zéro à partir de 75-80 ans, ce qui est tout à fait logique, évidemment. Inversement, on a la courbe en rouge des ménages vendeurs. Donc on a assez peu de ventes, vous voyez, on va dire jusqu'à 28-30 ans. Ensuite, un palier entre 35 et 55 ans, qui correspond sans doute à la rotation du stock de logement, des ménages qui souhaitent déménager, qui partent ailleurs, donc qui revendent leur logement pour en racheter un autre. Et on a ensuite une hausse du nombre de ventes passé 55 ans, donc des ventes plus nombreuses, notamment entre 55 et 70 ans. Donc ce pic de vente correspond sans doute à l'arrivée à la retraite des ménages, donc ils vont se décider à vendre leur logement où ils avaient leur activité et à prendre leur retraite, sans doute dans un logement plus petit à un autre endroit. Jusqu'à 56 ans, le solde entre acheteurs et vendeurs est positif, c'est-à-dire qu'il y a les montants d'achat sont plus importants que les montants vendus. Au-delà de 56 ans, la tendance s'inverse complètement et ce sont les ventes qui l'emportent sur les achats. Donc maintenant, si on revient à la pyramide des âges française, on voit ici que les classes d'âge les plus nombreuses, vraiment les plus nombreuses, elles vont de 43 aux environs de 53-54 ans précisément. Donc on est encore, par rapport à notre graphique immobilier, on est encore donc juste avant le point où le solde achat moins vente devient négatif. Maintenant, si on se place dans une dizaine d'années, cette classe d'âge dense, entre on va dire 43-54 ans, elle va se retrouver 10 ans plus haut, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver à 53-64 ans. Et là, on va passer de l'autre côté de la courbe, c'est-à-dire qu'on va atteindre un point où les vendeurs vont dominer par rapport aux acheteurs. Donc on peut vraiment estimer qu'en France, les dynamiques démographiques vont jouer en défaveur de l'immobilier si on se place dans un horizon très long terme, on va dire sur 10-15 ans, et c'est quand même l'horizon sur lequel on est le plus souvent lorsqu'on prend une décision d'acheter, que ce soit une résidence principale ou un logement en tant qu'investissement locatif. Donc si vous voulez voir les conséquences d'une transition démographique, du vieillissement de la population sur l'immobilier, on va revenir à l'exemple japonais. Donc vous avez en vert ici la courbe des prix immobiliers, jusqu'au début des années 90. On a eu début des années 90 un crash important de l'ensemble des actifs au Japon, donc implosion de bulles d'actifs boursières et immobilières, avec tout de suite une baisse des prix sensibles de l'immobilier qui a été rapide au début. Ensuite, ça s'est calmé jusqu'au début des années 2000. Mais vous voyez ici, la baisse a repris assez fortement de 2000 à 2010. Et là, cette baisse de 2000 à 2010, elle s'explique vraiment à plein par les raisons démographiques que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le passage de la classe d'âge au-dessus de 55 ans qui s'est produit à ce moment-là au Japon. Donc du point de vue de l'épargnant aujourd'hui, si on cumule, si on associe ces perspectives de baisse de prix qui risquent d'arriver en France sur la prochaine décennie, et la faiblesse des rendements locatifs moyens aujourd'hui, on est aux alentours de 4% si on déduit les charges locatives, sans doute moins encore si on déduit la fiscalité globale. On a un actif qui est vraiment peu intéressant à mon avis, sur le très long terme aujourd'hui, sauf bien sûr des cas particuliers, des opportunités ponctuelles qu'on peut toujours trouver si on est vraiment un bon connaisseur de ce secteur. Alors, deuxième catégorie d'actifs que les Français privilégient, ce sont les fonds, les assurances-vie avec des comptes en euros. Donc, qui sont basés essentiellement sur les emprunts d'État à moyen long terme. Et là aussi, on a l'exemple, les conséquences de la démographie vieillissante japonaise sur les taux d'intérêt. On était début des années 90 à 8%. Dès la fin des années 90, on a franchi la barre des 2%.
Et depuis, on évolue vraiment entre 2 et 0%. On a atteint des niveaux de 0% en 2016. Aujourd'hui, en France et en Europe, on avoisine aussi ce niveau de 0%. On est tout près des 0%. Et du coup, les rendements d'assurance vie baissent régulièrement. Alors, ce qui se passe quand même, c'est qu'on a un petit temps de retard parce que les compagnies d'assurance vie, elles achètent des emprunts d'État, évidemment, sur le long terme. Ça peut être des échéances de 5 ans, 10 ans ou plus. Du coup, elles ont encore en portefeuille des rendements qui ont été achetés il y a 5 ou 10 ans, donc des obligations qui ont été achetées il y a pas mal de temps, qui rapportaient encore des rendements plus ou moins décents. Mais au fur et à mesure que ces obligations sont remboursées, les compagnies d'assurance vie sont obligées d'acheter de nouveaux emprunts. Cette fois-ci, elles achètent à 0%. Évidemment, les rendements se dégradent. Donc, on peut espérer on va dire jusqu'en 2018-2019, arriver péniblement à des rendements de 2,5%. Et ensuite, on va baisser. Alors, il peut arriver deux choses. Soit, et c'est le plus probable, on a un scénario à la japonaise avec des rendements qui vont s'éterniser autour de 0 ou 1% pendant très longtemps, à cause justement du vieillissement de la population. Soit au contraire, les marchés commencent à perdre confiance dans la monnaie des États, et on a un épisode à ce moment-là de forte inflation avec des rendements qui bondissent à 10-15%. Le problème, c'est que si vous avez un fonds en euros, le temps de latence qui jouait jusqu'ici en faveur des épargnants, puisqu'on est encore à des rendements de 2-3% alors que les emprunts d'État sont tombés en dessous de 1%, ce temps de latence, il va se retourner cette fois en défaveur des épargnants. Les compagnies d'assurance vie, elles auront acheté un paquet d'emprunts à 0 ou 1% d'intérêt. Elles devront attendre des années qu'ils soient remboursés avant de pouvoir renouveler leur stock d'emprunts. Et pendant ce temps-là, vous aurez les taux d'intérêt qui vont monter à 10-15%, c'est-à-dire l'inflation, tout en ayant des fonds en euros dont les rendements vont être ridicules. Donc dans un cas comme dans l'autre, ces fonds en euros aujourd'hui, c'est vraiment une très très mauvaise affaire compte tenu du vieillissement de la population. Alors il va vous rester trois grandes options qui, on va le voir, seront nettement plus intéressantes. Alors d'abord, on a l'or et les matières premières. Alors ces secteurs, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont déconnectés de la démographie française ou même de l'ensemble des démographies des pays, on va dire des économies matures, des pays développés. Parce que pour le marché de l'or, il est mondial, et même si la demande peut diminuer dans les économies développées, elle sera clairement tirée à la hausse sur le très long terme par la demande issue des pays émergents et par la démographie qui est nettement plus favorable de zones qui restent à développer en Afrique ou en Amérique latine. Donc sur ces secteurs, on va dire, on est déconnecté des transitions démographiques européennes et américaines, que ce soit sur l'or et les matières premières. Donc c'est un thème d'investissement qui est intéressant sur le très long terme. Dernière classe d'actifs qui elle, est aussi, je pense, très intéressante pour nous, ce sont les actions. Parce que même avec une démographie vieillissante, les ménages, ils ont toujours besoin de consommer des biens essentiels, que ce soit de l'alimentation, des loisirs, des équipements durables, etc. Ça, ce sont des données qui ne vont pas varier énormément avec la démographie. On peut avoir des types de produits qui vont être affectés ou d'autres favorisés, mais on aura toujours, en tout cas, des actions et des sociétés qui seront capables de bien performer dans un contexte de démographie vieillissante. Donc, si on regarde l'exemple du Japon, vous avez deux choses ici sur ces courbes. La courbe en bleu vous donne le cours des indices boursiers japonais, des actions japonaises, et la courbe verte, les niveaux de valorisation. Donc on est parti d'une situation de forte bulle au Japon, au début des années 90. La bulle a implosé. Et ensuite, on va dire que de la fin des années 90 jusqu'aux environs des années 2015, on est entré dans une espèce de vaste consolidation horizontale avec une succession de marchés baissiers, les mêmes qu'en Europe et aux États-Unis en 2002, 2007, 2009, et de rebonds. Mais ce qui est intéressant, c'est que les ratios de valorisation, le PER, lui, il a fortement baissé et on arrive aujourd'hui à des niveaux qui sont inférieurs à 15.
et des ratios price to book, c'est-à-dire capitalisation sur capitaux propres, qui se situent entre 1,2 et 1,5 en moyenne aujourd'hui sur le marché japonais, c'est-à-dire en gros quasiment 2 fois moins qu'en Europe et 2,5 fois moins qu'aux États-Unis. Et vous voyez que la position graphique du marché japonais aujourd'hui semble quand même assez intéressante. On a un vaste double creux qui s'est construit de 2000 à 2015 ici. Et ici, une petite figure donc les analystes techniques, les chartistes connaissent sous le nom de tasse avec anse. Là, on a la tasse et l'anse, qui est en principe une configuration plutôt haussière pour ce marché. Donc ici, on est sur un horizon de temps à très long terme, donc sur le très long terme. Donc si vous voulez éviter d'être une victime de la démographie dans les 10 ou 20 ans à venir, à mon avis, il faut vraiment privilégier, donner une part importante dans votre patrimoine aux actions et accessoirement évidemment à l'or et aux matières premières. Les actions ont en plus un énorme avantage qui est que c'est un actif qui est mobile, que vous pouvez vendre, acheter assez facilement. Donc s'il y a un accident, une catastrophe financière, monétaire qui devait arriver dans certains pays, vous pourrez être beaucoup plus mobile et beaucoup plus réactif avec des actions ou bien sûr des actions qui seront liées aussi au secteur matières premières et or, que si vous êtes scotché avec de l'assurance vie en euros ou de l'immobilier par exemple. Donc vraiment, ne faites pas comme la majorité des Français, à mon avis, hein, qui consacrent 2 tiers de leur patrimoine à l'immobilier physique et quelque chose comme 10 ou 15% aux actions. Vraiment, allez beaucoup plus fort sur le secteur action pour partir à la retraite à un âge normal.